Stéphane. Les plus beaux sont classés comme des monuments et les enfants du béton que nous sommes, à plus forte raison à Paris, l'une des villes les plus denses du monde, 21 000 habitants au kilomètre carré. On y tient énormément. Pourquoi aimons-nous les arbres, lesquels ont pu aussi faire l'objet d'une révérence liturgique, pas seulement liée au folklore druidique? L'Église, avec l'arbre de vie, les rameaux et même la pomme, qui est un fruit de l'arbre, déploie toute une symbolique, laquelle existe aussi d'un point de vue politique, si l'on juge par la métaphore de l'enracinement, par opposition à tout ce qui nous déracine. Et on sait qu'aujourd'hui, on est beaucoup déracinés. Encore faut-il apprendre à connaître l'arbre aussi, qui révèle tous ses secrets depuis assez peu de temps. Toutes ces questions, André Corvol les aborde. Elle est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'arbre et de la forêt, une belle spécialité. Et elle publie, ça ne s'invente pas, aux éditions du Pommier, L'arbre dans la cité, histoire d'une conquête du XVIIe au XXIe siècle. Bonjour André Corvol. Bonjour. Pourquoi cette passion pour l'arbre déjà? Peut-être parce que j'ai vécu en face de la forêt de Fontainebleau une partie de ma vie. Ça suffit? Je ne pense pas que ça suffise, mais surtout parce que j'ai conscience de la nécessité des arbres et des forêts, non seulement sur le plan économique, mais bien sûr sur le plan écologique. Il y a beaucoup de forêts en France, hein? Beaucoup de forêts en France, 31%, mais c'est une proportion qui se retrouve dans la plupart des pays européens, non seulement à cause des boisements qui ont été faits au cours du 19e siècle, mais surtout parce que beaucoup de terrains agricoles sont revenus en friche. Et par conséquent, là où l'homme s'en va, la forêt revient. Les pays ont un rapport différent à la forêt. Je pense que les Allemands aussi ont un rapport très ténu à la forêt. Un rapport très fort à la forêt, vous voulez dire. Mais en fait, autrefois, on pouvait faire des différences entre les pays méditerranéens et les pays continentaux. Dans les pays méditerranéens, en raison du pâturage, je dirais même du surpâturage, la forêt était très maigre, très claire et recevait énormément d'animaux. Contrairement aux pays continentaux où les densités humaines étaient plus faibles et où par conséquent, ils ont pu très tôt développer une sylviculture originale. Ils l'ont pu la développer d'autant plus facilement d'ailleurs qu'ils possédaient du charbon, ce qui n'est pas le cas des Méditerranéens. Donc, ils ont pu créer une sylviculture hautement productive, bien que ce mot fasse frémir dans certaines catégories. Alors, quand on dit que l'arbre, André Corvol, a été découvert, en fait, il y a peu de temps, c'est qu'il y a des tas d'éléments sur sa constitution même qu'on ne savait pas. Absolument. Je dirais, nous connaissons sa physiologie depuis peu de temps. Il y a encore d'ailleurs des points que nous ne connaissons pas. Autrement dit, on a introduit l'arbre. Je dirais même qu'on a célébré l'arbre comme si, en tant que presque dieu végétal, en connaissant ses conséquences, mais sans savoir comment ces conséquences se produisaient. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on sait que les racines sont incapables de prospecter à elles seules la nourriture de l'arbre. Et par conséquent, elles travaillent en association avec des bactéries et des champignons. Eh bien, cette collaboration avec notamment le mycélium, on le connaît en gros depuis 40 à 50 ans. Pendant très longtemps, on a pensé que l'arbre vivait d'eau et d'amour et d'eau fraîche, dirais-je, voire de l'humus. Et on s'est rendu compte au cours du 19e siècle que sa nutrition était minérale. On ne savait pas que l'arbre avait des fleurs mâles et des fleurs femelles, que certains arbres n'avaient que des fleurs femelles et d'autres que des fleurs mâles. C'est une distinction qui est apparue au cours du XVIIIe siècle. Ce qu'on a appris au XVIe siècle, c'est que les arbres avaient une sexualité et que le pollen était l'équivalent du sperme chez l'homme. Donc, autrement dit, on a vraiment adoré les arbres et introduit sans connaître le fonctionnement des arbres. Et je crois que le cas le plus extraordinaire, c'est que deux choses ont été très discutées. D'abord, l'emplacement des sèves. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait une seule sève qui faisait le tour de l'arbre, le circuit fermé en quelque sorte. Qui montait, puis il y en a une qui descend. Ça. Et on a découvert qu'il y avait deux sèves, une montante et une descendante. Et on a hésité sur l'emplacement des sèves pour découvrir que la sève descendante ne passait pas par le centre de l'arbre, qui est inerte, qui est mort, mais passait sous l'écorce, exactement comme la sève montante
C'est-à-dire que la partie vive de l'arbre, c'est le cambium qui est placé juste sous l'écorce. Même chose pour la photosynthèse. On en connaît l'importance puisque c'est grâce à la photosynthèse que l'arbre rejette de l'oxygène et stocke du gaz carbonique et rejette aussi de la vapeur d'eau. Et Dieu sait qu'avec le réchauffement climatique, on a besoin de l'arbre en ville pour cette évapotranspiration. Eh bien, c'est une chose que l'on a vraiment connue à l'extrême fin du 19e siècle. Donc, toutes nos connaissances sur l'arbre sont récentes et vraiment très, très postérieures à l'introduction de l'arbre dans des milieux où normalement il n'avait pas sa place, en particulier dans les villes qui étaient très denses, où effectivement il y avait très peu de place, sans modification urbanistique profonde pour réussir à introduire les arbres. Tous les arbres, comme les champignons, ont-ils des vertus différentes? Y a-t-il des arbres toxiques et des arbres qui ne le sont pas? Disons qu'il y a des arbres qui ont une mauvaise réputation. Vous voyez que je suis très œcuménique, et des arbres qui jouissent d'une très bonne réputation. Alors, le tilleul a une très bonne réputation parce que ses inflorescences attirent les abeilles et par conséquent, il a toujours été présenté comme étant un arbre lié au salut, à la communication avec tous les êtres divins. Inversement, le noyer a toujours eu une mauvaise réputation parce que c'est un arbre qui vit à l'état isolé et il n'a pas envie d'avoir des concurrents. Par conséquent, dans la période de son plein développement, au niveau des racines, il sécrète des toxines pour éliminer la concurrence. Évidemment, ce pouvoir diminue au fur et à mesure qu'il vieillit. À partir du moment où, je dirais, il est installé et vieillissant, il ne craint plus la concurrence. Et par conséquent, oui, cette émission de toxines disparaît. Mais ça vient du fait que lors des moissons, on avait observé que si on faisait une sieste, en ayant la tête appuyée sur une racine, eh bien, on avait mal à la tête. C'est la même chose pour le sycomore, non? C'est absolument la même chose pour le sycomore. Donc, il y a vraiment des images qui sont accolées aux arbres, dont parfois ces images sont en partie fondées, qui expliquent que lorsque l'on fait des plantations, eh bien, on tient compte de l'image populaire. Alors, c'est vrai que parfois, on passe outre. Prenons le cas du noyer. Le noyer, ça permet d'avoir de l'huile de noix. Et l'huile de noix, c'est important alors qu'on ne cultivait pas d'oléagineux. Il y avait dans les pays méditerranéens, on avait les olives, l'olivier, mais ailleurs, on faisait comment pour avoir de la matière grasse en dehors de la graisse animale? Donc, on introduisait le noyer. Et en plus, le noyer permet de faire les crosses des fusils. Conséquence, eh bien, l'État a ordonné la plantation des routes royales avec des noyers. Même chose. Les routes royales ont été plantées avec des ormes. Pourquoi? Eh bien, parce que l'orme est un bois qui résiste particulièrement bien à la pression et par conséquent au poids des canons. Donc, dans les deux cas, l'orme et le noyer, vous voyez que l'État s'est, on passerait l'expression, assis sur certaines réticences populaires, parce que l'orme était réputé affamer les cultures qui étaient juste à côté. L'État s'est assis sur ces réticences populaires parce qu'il en avait besoin sur le plan militaire. Donc, une partie des plantations hors des villes ont été liées à, je dirais, à ce qui était considéré comme un diktat de l'État. Et dans certains cas, les paysans refusaient cela, je dirais, violemment, en sectionnant les arbres. Ce qui veut dire que des arbres, oui, mais certaines essences et à certains endroits. Car sinon, vous avez ce que j'appellerais le vandalisme ordinaire, oui, qui permet à certains de se débarrasser de l'arbre qui est considéré comme un gêneur. Alors, est-ce qu'à Paris, par exemple, c'est le cas? Pendant longtemps, seule l'avenue de l'Opéra, je crois, n'avait pas d'arbres. Oui, mais toutes les autres avenues en avaient. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas, mais je dirais ces arbres ont tout de même été introduits au moment de la construction de ces avenues ou de ces boulevards, car jusque-là, le problème ne se posait pas. Je dirais que dans un sens, l'arbre en ville est l'enfant du trottoir, c'est-à-dire qu'il a fallu avoir une circulation des voitures séparée de la circulation piétonne pour la sécurité des piétons, pour décider de mettre dans ces trottoirs qui, pendant longtemps, sont restés en terre, des fosses avec des arbres qui étaient installés pour ombrager les piétons et les promeneurs.
Donc, on voit qu'une des raisons de l'introduction de l'arbre, c'est une modification urbanistique extrêmement importante qui intervient à l'extrême fin du XVIIIe siècle et qui va être très très lente à se développer, Paris ayant beaucoup de retard par rapport à d'autres capitales, notamment Londres et Vienne. Ou Berlin. Ou Berlin. C'est vrai que Paris est très peu végétalisé. Paris est très peu végétalisé et Paris, vous l'avez dit justement, est extrêmement dense. Donc, contrairement à Londres ou à Berlin ou à Vienne, nous n'avons pas, jusqu'à Napoléon III, qui est une phase de rattrapage, de très grands parcs urbains. Donc, dans la compétition entre capitales, cette compétition, elle demeure toujours, nous avons donc planté nos trottoirs beaucoup plus que dans certaines capitales, qui du coup, je vois par exemple le cas de Bruxelles, ont rattrapé après la Première Guerre mondiale essentiellement, en installant des arbres dans les rues, les avenues et les boulevards, sur le modèle parisien, mais pas forcément en installant l'arbre dans des tranchées ou dans des fossés, dans des tranchées ou dans des fosses, mais souvent en les installant dans des containers, c'est-à-dire des récipients qui dérivaient du pot à oranger qui caractérisait toutes les belles demeures et tous les beaux parcs du XVIIIe siècle. C'est vrai que c'est un modèle qui est quand même un modèle d'avenir, parce que lorsque vous mettez l'arbre dans des containers, et on voit ça sur la place Edgar Quinet, qui est tout proche de Radio Notre-Dame, oui, l'avantage, c'est que vous pouvez déplacer au fur et à mesure des réaménagements ou des festivités que vous organisez dans cet endroit. Ça permet de moduler. Et puis surtout, ça permet à l'arbre d'échapper aux travaux qui sont liés à la construction de métros ou à des changements concernant l'électricité. Et puis, si vous avez l'habileté de laisser pousser les herbes au pied de l'arbre ou de fleurir, avec un peu de chance, vous aurez des employés municipaux qui penseront à arroser un arbre. Car ça, c'est un point qui est extrêmement important. On veut des arbres en ville avec le réchauffement climatique en raison de l'évapotranspiration, mais pour qu'il y ait évapotranspiration, il faut que l'arbre ait eu de l'eau. Or, la plupart des arbres consomment au moins 200 litres d'eau chacun. Par jour. Lorsqu'ils grandissent, évidemment, au fur et à mesure que le feuillage se développe, ils en consomment d'autant plus. Et si ce sont des essences qui naturellement ont un tempérament qui est associé à l'eau, par exemple, je prends le cas du saule, du tremble, du peuplier, là on monte à 400 litres d'eau par jour. Alors lorsqu'ils sont en terre, ils essayent désespérément de se procurer l'eau en étendant leurs ramifications. Lorsqu'ils sont en pot, si vous n'apportez pas cette eau, eh ben vous avez des sujets qui sont rachitiques. Je n'ai jamais vu les arbres arrosés à Paris, hein. Existe, ça ? Oui, lorsque vous avez des plantations florales au pied de l'arbre, les employés municipaux arrosent. D'accord. Alors c'est vrai qu'actuellement, on voit cela sur les Champs-Élysées ou au pied des platanes. On a mis des cercles de terre et on a planté. Alors au début, on avait essayé de mettre des cyclamènes ou des azalées. Là, on se contente essentiellement de lauriers et de lierre. Le problème, c'est que sur le haut des Champs-Élysées, c'est souvent rapidement arraché. Mais c'est vrai qu'au moment où on nettoie le trottoir, eh bien, en même temps, on arrose cette partie-là. Qui choisit l'essence de l'arbre à Paris, par exemple? Là, on parle de platane sur les Champs-Élysées, mais qui dit il vaut mieux telle essence plutôt que telle autre? Alors là, c'est la direction des espaces verts des différentes villes et je dirais qui. Mais c'est fondé, c'est juste un goût ou c'est non, c'est pas seulement un goût. C'est fondé sur la consommation d'eau de l'arbre, c'est également sur la disponibilité de l'arbre. On s'étonne parfois, par exemple à Paris, qu'il y a tellement de platanes. Eh bien, en fait, le platane à Paris s'est développé à partir de la fin du 19e siècle, mais il était déjà présent auparavant. Enfin, il commence quand même sa carrière comme étant un arbre de parc. Et au fur et à mesure que les plantations d'ormes et de marronniers ont été renouvelées,
le marronnier résistant assez mal à la pollution urbaine et l'orme ayant de gros problèmes sanitaires, eh bien, le platane, au fond, le platane a triomphé grâce à la mort des concurrents, dirais-je. Et du coup, nous nous sommes retrouvés avec une platanisation extrêmement marquée. Vous la déplorez ou vous trouvez ça plutôt sympathique? Ça fait méridional. Je ne la déplore pas, mais vous avez raison, oui, c'est méridional. Haussmann, l'illustre préfet de Napoléon III, disait qu'il y avait deux arbres qu'il aimait. Le marronnier, parce qu'il était lié au palais princier, et donc maître du marronnier dans tous les quartiers, c'était démocratiser au fond un arbre qui au XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, était réservé quasiment aux quartiers extrêmement chics. Et il aimait le platane parce que c'était un homme qui venait du sud de la France. Alors cette platanisation, quelle est ma position? Je dirais que à partir du moment où on a beaucoup de platanes, et que ce sont tous des clones, lorsque vous avez une maladie, tous les platanes risquent d'être frappés. C'est le risque. Donc, on a intérêt à déplataniser. C'est peut-être une des raisons qui fait que Avenue Friedland, en raison des travaux de Éole, à partir de 2022, on a fait des abattages de ces platanes. Alors, ces platanes n'est pas là de toute éternité. En gros, ils avaient 50 à 80 ans. Et on aurait pu très bien les conserver sur place. On procède à un coffrage des racines, on peut déplacer un arbre. Haussmann avait même fait ça d'ailleurs pour des marronniers lorsqu'il avait aménagé Bercy en transformant Bercy d'un entrepôt de bois à un entrepôt de vin. Mais à l'époque, toute la presse en avait parlé parce que c'était quand même rare de faire une opération semblable. Bon, à Friedland, on ne l'a pas fait. On a abattu les platanes. Pourquoi? Ils n'étaient pas extrêmement vieux, il y en avait beaucoup d'autres qui étaient semblables. On sait que le platane a de grosses difficultés avec le tigre du platane et avec le chancre coloré comme maladie. Et aujourd'hui, on est dans une période où on essaye de diversifier les plantations, c'est-à-dire... Donc ça paraît justifié pour vous, André Corval, le fait que on abatte les arbres avenue de Friedland, même si ça suscite une polémique côté riverain. Je regrette toujours l'abattage d'un arbre, parce que j'ai parfaitement conscience... je dirais, en tant que riverain, d'un coup, vous vous retrouvez avec un trottoir nu, avec le plein soleil, ça vous fait un choc. C'est une perte de repère. Et on a beau vous dire, promis, juré, on va vous remettre des arbres. Vous savez bien que les arbres que l'on va planter, d'abord, ce ne seront pas les platanes que vous avez connus depuis que vous étiez enfant. Puis en plus, même s'ils ont de très larges feuilles, comme l'érable de Norvège, par exemple, vous allez avoir quand même pendant un certain temps une asperge devant les yeux, en gros, qui aura 10 à 15 ans. Et avant que ça vous donne véritablement de l'ombre, il va falloir attendre. Cela dit, parfois, ça va plus vite que prévu. Si vous prenez un tilleul à la feuille argentée, je vous dis pas qu'on va pas regretter les platanes. Mais c'est vrai que on est étonné que finalement, 10 ans, ça passe vite. Et vous retrouvez de l'ombre, mais vous retrouvez pas les platanes que vous avez connus. Vous remplacez pas un arbre qui avait un diamètre qui faisait presque 1 mètre, vous le remplacez pas par un arbre qui fait 25 cm de diamètre. Il y a beaucoup André Corval, il y a beaucoup d'arbres classés, monuments. Alors, il y a des arbres qui sont classés monuments historiques. Alors, c'est une tendance qui s'est faite sous l'impulsion des associations créées au 19e siècle. Mais ces associations, au départ, elles protègent les vieux arbres qui ont été représentés par les artistes dans les forêts. C'est le rôle qu'a joué le comité artistique, par exemple, dans la forêt de Fontainebleau. Alors, ces associations, au départ, elles ne s'intéressent qu'aux forêts, et puis progressivement, en voyant les transformations qui affectent la ville, elles vont s'intéresser aux arbres les plus beaux, les plus gros, les plus hauts, qu'elles pensent être forcément les plus âgés, qui sont dans les parcs des villes, ou bien qui sont associés à un événement extrêmement important.
progressivement, ces associations donc ne travaillent plus seulement sur les forêts, mais également sur les villes, mais bientôt également sur les arbres de la campagne qui jusque-là paraissaient uniquement utilitaires. Il y a des arbres qui sont classés à proximité des haies, ou parce qu'ils sont liés à des événements importants, ou parce qu'ils ont une belle situation dans un carrefour. C'est-à-dire que là, on rentre dans le rôle esthétique de l'arbre. Et je dirais que la grande chance d'un arbre, c'est pas seulement d'être utile, c'est pas seulement d'être apprécié des riverains, c'est surtout d'être représenté par des artistes. Et si ces artistes ont la cote, évidemment, si c'est le planquin du coin qui a fait un dessin, ça sert à rien. C'est une assurance vie, en fait. Voilà, c'est une assurance vie s'il est représenté par de grands artistes, parce que ça va amener non seulement à la protection de l'arbre, mais également à la protection du pourtour de l'arbre, des alentours de l'arbre. Et par conséquent, c'est tout un site qui se retrouve muséographié. Cela dit, ça n'empêche pas le vandalisme ordinaire, ni le vandalisme imbécile. Je pense par exemple à des beaux arbres avec des scouts, par exemple, qui font un feu à proximité, et évidemment, l'arbre en question, qu'ils appréciaient beaucoup, finit naturellement brûlé. Sauf qu'on peut plus faire de feu aujourd'hui, enfin c'est compliqué là aussi. Oui, mais vous avez toujours des gens qui prennent ces initiatives malheureuses. André Corvol, juste sur la symbolique de l'arbre dans les religions, aujourd'hui ça a encore une pertinence, c'est encore parlant, et est-ce que de manière inconsciente, notre attachement à l'arbre est aussi lié à ça ? De manière inconsciente, cela joue encore. Naturellement, je ne vous rappellerai pas le moment des rameaux, bien évidemment, mais c'est vrai que des siècles durant, on a offert un arbre ou une branche d'arbre pour signifier quelque chose. Par exemple, lors des fiançailles, pour compter fleurette à sa future fiancée, on lui apportait une branche fleurie ou une branche verte. Au moment du mariage, on offrait un arbre fruitier au jeune couple en espérant que l'épouse donnerait autant d'héritiers que l'arbre de fruits. Et naturellement, on plantait également un arbre à proximité ou sur une tombe. Donc, l'arbre avait une signification qui était liée à la vie familiale. Mais il avait également une signification qui était liée à la politique. Par exemple, vous pouviez marquer le refus, donc la colère, la revendication. En plantant un arbre. En plantant un arbre, c'est-à-dire que ça avait la même valeur qu'une perche. Il était coupé, il était fiché dans le sol, exactement comme le javelot d'un Indien qui est planté devant la botte d'un cow-boy. Mais également, vous pouviez décider de commémorer un événement en vous disant que tout pendant que l'arbre planté, installé là, serait là, eh bien, il rappellerait cet événement. L'arbre est quand même lié à beaucoup de moments de bonheur. Dans les kermesses, par exemple, on installait un mât de cocagne. Réussir à grimper tout en haut de ce mât qui était enduit de graisse, ça vous permettait d'accéder à des jambons, etc. Et dans une période où c'était des cadeaux extrêmement précieux, ça donnait du cœur à l'ouvrage aux jeunes gens. Merci André Corvol de nous avoir fait partager cette passion pour la passion extrêmement bien documentée autour de l'arbre dans la cité. Et c'est un enjeu écologique majeur aujourd'hui, en particulier donc en ville, avec cette histoire d'une conquête en réalité une réalité méconnue qui est l'arbre, tout simplement. Merci beaucoup et à bientôt.